Bonjour, mon nom est Yvon Savaria. Je suis le professeur pour le cours ELE 2310. Vous êtes 105 étudiants inscrits au cours en ce moment. Il y a 75 utilisateurs qui sont en ligne pour le cours en ce moment. Moi, pour ma part, c'est la première fois que ce cours va se donner complètement en virtuel sous VIA. VIA est l'outil que je vais privilégier si le ciel ne me tombe pas sur la tête. On est encore en mode exploratoire. J'ai des collègues qui se plaignent, qui disent qu'ils n'aiment pas VIA. Moi, je le déteste pas. On va voir si ça se passe bien avec VIA. Donc, la session d'aujourd'hui est enregistrée. Comment ça fonctionne avec VIA, c'est qu'à la fin de la session, je dois la consolider et elle est mise en ligne. C'est pas instantané. Ça se passe sur les serveurs de la société et ça peut prendre 1 ou 2 heures après la fin de la période déclarée pour le cours pour le mettre en ligne. Mais je dirais vers le milieu de l'après-midi, ça devrait certainement être en ligne. On va voir, en fait, si vous avez, je vais travailler beaucoup avec le site Moodle. Je ne peux pas vraiment passer au site Moodle en temps réel de façon interactive, mais je vous invite à aller voir sur le site Moodle. Il y a plusieurs choses qui sont là disponibles maintenant. Mais il y a beaucoup de choses qu'on les met en mode caché pour ne pas vous aveugler avec trop de détails. Et le plan va se construire en partie au fur et à mesure, par exemple, pour ce qui est des exercices et activités suggérées et proposées à chaque semaine. Je vais commencer avec ce premier bloc d'ouvrir mon... Donc, je ne sais pas, est-ce qu'il y a des questions à ce point-ci? Donc, le menu pour aujourd'hui, c'est que je vais regarder donc motivation, le plan de cours, c'est donc un premier cours, une introduction. Je vais prendre une pause environ à l'heure standard. On prendra une pause là, à 9h20. Pendant la pause, je vais mettre le micro en pause aussi. On va prendre une pause de 10 minutes, puis on va continuer. Je ne sais pas vraiment combien de temps la session d'aujourd'hui va durer. Mon intention n'est pas de couvrir tout le matériel en détail, mais vraiment de survoler le matériel et de vous pointer un certain nombre de choses importantes. Le cours comme tel, il y en a une version qui est enregistrée en mode asynchrone pour être écoutée dans chaque module. Bon, il y a quelqu'un qui essaie de me parler. Non, est-ce que les heures sont uniquement pour répondre aux questions? Plus que ça, il va y avoir pendant les heures de cours, oui, c'est sûr que la priorité va être de répondre à vos questions. Je vais fonctionner un peu comme une classe inversée, à savoir, je vais m'attendre à ce que vous l'ayez écouté avant. Et bien sûr, aujourd'hui, c'est le premier jour, on est en train de définir les règles du jeu. Et l'idée, c'est que vous écoutez à l'avance les modules de cours, vous préparez vos questions, on est interactif. Et si vous n'avez pas de questions, ce bout-là va aller très vite. Et on va avoir ensuite une session interactive. On travaille, on découvre avec Ahmad qui va m'assister là-dedans, Ahmad Hassan, avec des tests, des mini-tests. Mais ça, je vais y revenir avec plus de détails dans le plan de cours tantôt. Est-ce qu'il y aura de la nouvelle matière lors de ces séances? Oui et non, là. Si quelqu'un veut ne pas venir au cours, ça ne marchera pas parce que les mini-tests qu'on va faire à chaque séance sont notés et font partie de l'apprentissage. C'est une façon de vous obliger à travailler de façon progressive au fur et à mesure du trimestre. Donc, des exercices, certains vont être notés, d'autres ne le seront pas. Mais a priori, la matière, oui, la matière à proprement parler, est complètement couverte dans les blocs de slides et dans les enregistrements asynchrones. Bien sûr, quand vous allez le découvrir par vous-même,
certains des enregistrements, vous allez les trouver peut-être rapides, peut-être denses, peut-être même très denses. J'apprécie avec le temps combien ce cours peut être dense et aride. J'aimerais ça que ce soit gentil, facile, simple, mais c'est peut-être pas la réalité de ce cours-là. Il y a beaucoup d'équations, il y a pas mal de théories, et c'est parfois difficile pour les étudiants finalement de rester accrochés et de rester motivés avec tout ce matériel-là. Donc, si vous voulez, je vais commencer avec un module introductif, un module de contexte et de motivation. En passant, c'est toujours, je pense que je devrais vous dire, donc, je suis un usager relativement peu expérimenté de VIA, dans un mode synchrone et asynchrone. J'ai découvert, après quelques essais, que ce que moi je vois et ce que vous voyez, c'est pas la même chose. Aussi, une autre chose que je devrais souligner, je sais et je l'ai vécu dans les quelques derniers mois dans un mode interactif avec certains de mes étudiants, que plusieurs vont suivre le cours, par exemple, sur une tablette, sur un petit écran. Je crois que ça peut devenir assez laborieux de suivre ce cours sur un petit écran, sur une petite tablette. Je ne crois pas que vous allez vraiment pouvoir suivre ce qui va se passer sur un écran de la taille d'un téléphone. Moi, je vous recommande très fortement d'avoir un écran minimum 20 pouces. Et pour éviter de m'emballer, parce que j'ai fait cette erreur-là dans mes quelques premiers essais, j'ai un écran de 33 pouces à côté, mais je ne vais pas l'utiliser parce que ça m'amène à penser que vous voyez des choses que vous ne voyez pas vraiment. Donc, je vais attaquer ce module de contexte et motivation et je vais commencer par peut-être une... Oups, les flèches ne marchent pas comme ça, les flèches marchent comme ça. OK. Donc, ben, peut-être un petit quiz, un petit test. Et puis, je vois qu'il existe un module, il y a un module sondage à l'intérieur de VIA. En fait, je ne sais pas encore m'en servir. Donc, je vais découvrir et possiblement que j'aurais pu faire un sondage là-dessus. Mais c'est pas un sondage. C'est un sondage, mais pas avec la puissance que l'outil VIA me permet de le faire. Donc, la question est, selon vous, lequel de ces domaines est le moins relié avec la conception de circuits électroniques et avec ce cours? Ouais, merci pour le commentaire. Je n'en doute pas, mais en fait, j'ai constaté ce matin que le module était là pendant que je préparais le cours. Puis, au risque de me répéter, il y a des moments où le serveur VIA ne répond pas très bien, particulièrement quand tout le monde est en ligne en même temps pour finaliser son cours. Mais merci, je vais y venir. Donc, si vous pouvez me répondre par le clavardage, selon vous, est-ce qu'il y a un domaine parmi ceux que je liste là qui n'a pas grand-chose à voir avec l'électronique? Vous pouvez me répondre par le clavardage si vous voulez. Je vais vous laisser quelques secondes. Ouais. Oui, je pense que effectivement, plusieurs ont vu clair au travers un peu de la question piège. Euh, L'optimisation, c'est quelque chose qui peut peut-être sembler pas relié à l'électronique. Effectivement, il y a un programme en commande automatique. J'ai mes collègues en optimisation, mais effectivement, vous allez voir que, et c'est un des sujets que je vais montrer un petit peu plus tard, les circuits électroniques ont souvent besoin de commandes pour être régulés et pour être. Là, j'ai une réflexion j'ai oublié de me tourner. J'ai une réflexion du soleil derrière moi qui est assez dérangeante, juste où je regarde. Donc, oui, c'est une question piège, c'est clair, parce que effectivement, je pense qu'il y a au-delà de la question piège et la question pour vous faire réfléchir, il y a un piège effectivement dans ce cours. C'est que ce cours puise dans tout ce que vous savez et en général, d'autres cours, peut-être tout, c'est peut-être un peu exagéré,
mais dans un grand nombre de notions qui viennent de d'autres cours. Donc, si vous prenez ce cours en isolation, en pensant que vous pouvez faire abstraction de ce que vous avez vu avant, ben, c'est une grave erreur. Parce qu'en réalité, très souvent, il va y avoir des dérivations qui sont algébriques. Il va y avoir des choses qui viennent du calcul différentiel. Il va y avoir des choses qui viennent de l'analyse automatique. Il va y avoir des choses, pas dans le cours comme tel, parce qu'il y a bien des niveaux au cours. Hein. Je peux vous dire, en guise d'illustration, un de mes étudiants en thèse me disait que dans son pays d'origine, où il a appris l'électronique, ben, ce qu'on essaye de faire dans ce cours, dans son pays d'origine, on fait ça dans 3 cours. Donc, on pourrait étendre de façon très, très, très importante l'enseignement de l'électronique, mais comme on a beaucoup, beaucoup de choses à vous enseigner dans un cours de génie électrique, ben, on se retrouve finalement à vouloir peut-être en mettre trop. Et bon, j'ai peut-être, c'est un de mes défauts, de vouloir vous en dire trop, de vouloir en mettre trop et de saturer le canal de communication. Mais on va se servir de la commande est importante. Les circuits électriques, ça c'est une chose, pour information, ça fait 5 ans que j'enseigne ce cours et personnellement, ça fait, bon, je suis à l'école comme professeur depuis 1985, donc j'en suis à ma 35e année d'enseignement. Je fais de l'électronique depuis ben, pratiquement, ça fait drôle à dire, depuis 45 ans. Donc, je fais de l'électronique depuis toujours pour moi. Puis il y a des choses qui sont des évidences, mais à un moment donné, on peut oublier que ce qui est évident pour nous quand on le fait depuis si longtemps n'est pas évident pour les gens qui viennent juste de le découvrir. Et j'ai une manière de me servir des notions de circuit électrique où vous l'avez vu. Si je vous demande si vous l'avez vu quand on fait une classe normale, régulière, avez-vous vu ceci ou avez-vous vu cela? Les étudiants répondent non. Mais pourtant, oui, ils l'ont vu. Et il va y avoir beaucoup de notions comme ça. En fait, les questions qu'on va vous poser à la première semaine sont beaucoup des questions de rappel. Et c'est amusant d'une certaine façon, rire jaune, de voir que je m'en sers, et je m'en sers de façon courante dans le cours, pour finalement réaliser que j'ai des questions de base où les étudiants n'ont pas encore intégré ces notions-là. Puis quand je dis les étudiants, il faut nuancer. Hein? Il y a les lièvres parmi vous qui comprennent tout la première fois et qui ont déjà tout intégré et qui vont peut-être me trouver ennuyeux parce que trop lent. Puis il y en a d'autres qui vont se demander si je parle en chinois parce que ça leur dit rien, ce que je raconte, mais pourtant, ils l'ont vu dans le cours d'avant ou ils sont censés l'avoir vu dans le cours d'avant s'ils sont ici. Donc, des choses en circuit. Il y a des notions de physique. Je sais par expérience que souvent, quand je touche à des aspects de propriétés physiques des composants, c'est un peu comme si un rideau de fer se fermait devant les yeux des gens parce qu'ils disent, ben moi, je ne suis pas en génie électrique pour de la physique. Oui, mais les composants ont des propriétés physiques. Et si on ne comprend pas les propriétés physiques des composants, ben on va s'en aller nulle part. Il y a un aspect simulation. Bon, cette année, vous allez être gâtés en simulation parce que effectivement, on va faire peu de séances de laboratoire en présentiel. Le gros va se faire en virtuel et virtuel par simulation, mais en réalité, ça nous force à mener ce cours proche de ce qu'on fait vraiment comme concepteur de circuits électroniques. Un concepteur de circuits électroniques ne monte pas, ne fait pas des montages avant de les avoir stimulés. En fait, c'est quoi un montage? Vous allez le voir plus loin. Ce sont des circuits intégrés que l'on fabrique et ces circuits-là sont coûteux à fabriquer. Puis on ne se lance pas à fabriquer un prototype d'un circuit intégré avant de l'avoir simulé sous toutes les coutures. Fiabilité, bien, vous allez voir que je vous parle, je vais revenir, c'est un de mes dadas, si vous voulez, de vous faire comprendre combien un composant électronique qui fonctionne sur le coin d'une table à température ambiante, quand vous en faites un prototype au laboratoire, bien, il y a un deuxième niveau qui est d'en faire 100 copies et que ce soit répétable
et que ça fonctionne et que ce soit ajustable à un coût raisonnable. Puis ensuite, ce circuit, ben, vous allez vouloir, vous le faites vous-même naturellement, le mettre dans toutes sortes d'environnements. Et quand vous le mettez dans des environnements qu'on pourrait qualifier d'hostiles, ben, peut-être qu'il va cesser de fonctionner et il ne va plus performer comme vous le pensez. Ensuite, la durabilité. Ben, quand vous achetez un composant électronique, moi je suis beaucoup pour l'aspect durabilité. Je trouve ça vraiment révoltant quand des manufacturiers, vous savez que par exemple Apple s'est fait prendre à faire de l'obsolescence programmée puis à concevoir ses téléphones et ses systèmes d'exploitation avec les fameuses mises à jour qui me rendent malade pour ma part. On vous envoie une mise à jour qui se télécharge automatiquement, puis un des buts de la mise à jour, c'est de faire en sorte que votre batterie se vide en 2 heures, puis après ça, vous avez l'impression que votre téléphone n'est plus bon, mais on vous a piégé en vous envoyant une mise à jour du système d'exploitation. Ça, c'est, de mon point de vue, c'est hautement malhonnête. Mais on devrait concevoir, bien sûr, des composants qui soient durables. On doit se préoccuper de la durabilité. Puis, de mon point de vue, l'électronique, elle est véritablement partout. Donc, je vais avancer dans le matériel. Donc, selon vous, c'est quoi l'importance de l'électronique ou de la microélectronique dans la société? L'électronique, c'est une des branches du programme de génie électrique. Vous pouvez vous voir, vous en aller en puissance, en énergie, en télécommunication. Il y a d'autres branches, hein, ou en biomédical. Et vous pouvez voir ces branches comme, effectivement, oui, en fait, c'est encore un peu une autre question piège. Et c'est une question un peu de motivation pour vous faire réaliser et pour vous faire comprendre que, tenter de vous faire comprendre que l'électronique, elle est véritablement partout. En fait, je ne vous cacherai pas que c'est un petit peu frustrant pour moi parce qu'elle va tellement partout, elle est tellement, comme on dit en anglais, ubiquitous. C'est tellement partout et l'électronique est tellement victime de son succès qu'on la prend pour acquis. Comme si on n'avait plus rien à faire en électronique et le problème était résolu, puis il n'y avait plus rien là. Mais il n'y a rien de moins vrai. Oui, c'est vrai qu'il y a beaucoup de problèmes qui ont été résolus en électronique. Oui, c'est vrai que effectivement, on peut, on peut la prendre pour acquis, mais effectivement, il y a encore beaucoup de choses et beaucoup d'évolution et de développement en électronique. Une autre question, parce que bien sûr, vous savez qu'on a la compétition de l'Asie, probablement. Vous savez qu'on a la compétition de la Chine, on a la compétition des Taïwanais, et peut-être que l'électronique, dans un contexte québécois, c'est un parent pauvre. Mais pour ceux d'entre vous qui auraient peut-être de l'intérêt pour ce domaine, est-ce que l'électronique est un bon domaine pour vous, pour moi, pour aller y faire carrière? Qu'en pensez-vous? Oui, il y a des grosses boîtes à Montréal, absolument. Des boîtes comme Matrox. Il y a des boîtes plus petites, par exemple. Moi, je travaille avec Dolphin. Je travaille avec Vercraft. Pendant le projet Vercraft, on va en parler plus tard avec la société Thales, qui fait des systèmes embarqués pour l'aérospatiale. Il y a Ardent. Il y a tout un ensemble de réseaux d'entreprises qui font des systèmes électroniques à Montréal. J'ai un des directeurs en fait, le directeur technique de la société Matrox. C'est drôle, je l'ai croisé récemment dans le quartier. Il habite le même quartier que moi. Il allait faire le tour du bloc à son chien pour des raisons que vous pouvez comprendre. Ben, c'est ce monsieur, Laval Tremblay, c'est un de mes copains de classe. Donc, il est rendu, j'ai l'âge que le directeur technique de la société Matrox était mon copain de classe. Et oui, effectivement, et lui, il me disait comment ils sont en train de se repositionner pour l'intelligence artificielle embarquée. C'est en train de devenir un de mes dadas. Quand on cherche un conférencier invité à Montréal pour parler de ce qu'on appelle du Embedded AI, l'intelligence artificielle embarquée, ben c'est parfois moi qu'on appelle pour aller être un peu le prêcheur qui va faire
les épîtres sur l'importance de l'intelligence artificielle embarquée. J'ai pensé effectivement cette planche dont le but est de soutenir l'assertion, la microélectronique est partout. J'ai effectivement été invité à faire une conférence comme ça, et c'est une des planches que j'avais dans ma présentation, que j'ai préparée avec l'aide d'un de mes étudiants, puis il est allé me sortir comme exemple de motivation. Vous savez qu'on a les voitures autonomes qui ont de l'intelligence artificielle embarquée, on s'en va vers là. Peut-être pas aujourd'hui, mais dans quelques années, vous aurez peut-être même plus le droit de prendre le volant dans une voiture parce que vous allez être un danger sur la route. C'est une intelligence artificielle qui va conduire votre voiture. Il y aurait un débat philosophique qu'on pourrait faire là-dessus. Mais qu'est-ce qu'il y a derrière ça? Ben, il y a une puce. Puis évidemment, quand on a un géant comme Tesla qui se met en frais de développer un circuit intégré, c'est un monstre. Un des éléments que vous voyez là-dedans, c'est ce point ici que je vais pointer. Oups, je pensais d'avoir allumé ça, j'ai en fait éteint. Donc, quand on dit une technologie à 14 nanomètres, FinFET, ça c'est du chinois pour vous. Je vais développer, je vais y revenir, il y a d'autres cours, vous pouvez vous former là-dedans. Mais donc, en fait, les technologies les plus avancées aujourd'hui, on dit que ce sont des technologies à 7 nanomètres. C'est pas le but du cours, c'est pas l'objet du cours, mais 14 nanomètres, c'est même pas les technologies les plus avancées, mais ça permet de faire en fait un super ordinateur sur une puce qui va être, c'est ce qui fait fonctionner ce embedded AI, donc l'intelligence artificielle embarquée qui est partout et qui permet de donner des fonctionnalités merveilleuses pour la société. Un autre exemple que j'ai trouvé particulièrement intéressant, je ne me rappelle plus celui-là, je pense qu'il est développé par Google. C'est une plateforme qu'on développe pour motiver les gens à développer des applications. Ça a le facteur de forme d'un paquet de cigarettes pour les fumeurs ou d'une carte de crédit épaisse, si vous voulez. Ça a les dimensions d'une carte de crédit. Ça a à peu près, disons, 1 cm, peut-être 1,5 cm d'épaisseur. Vous voyez, ce que vous voyez de l'extérieur, c'est le ventilateur qui est monté sur la puce parce qu'elle a tendance à surchauffer. Et vous voyez le menu de ce qu'il y a dans cette puce. Je vais fermer ça parce que je ne vois pas bien mes planches. Fermer une fenêtre. Donc, vous voyez qu'une machine comme ça, ben, ça comprend des FPGA, ça comprend 4 processeurs, ça comprend un engin cryptographique, parce qu'évidemment, dans les systèmes électroniques, il faut se préoccuper de tout, comme par exemple la sécurité dans ces systèmes, et ça comporte finalement des interfaces de tout ça. C'est vraiment un système embarqué, et dans ce système embarqué, ben, qu'est-ce que ça prend pour faire un système embarqué comme ça? C'est de l'électronique. À la base, tout ça, c'est de l'électronique. C'est de l'électronique récente, c'est de l'électronique moderne. Bien sûr, on ne va pas arriver là après le cours d'électronique 1. C'est une blague, là. Bien sûr que non. Parce que c'est des composants qui sont beaucoup trop complexes. En guise d'exemple, peut-être un peu plus concret, je vous montre ici un circuit. Ce que je vous montre ici, c'est une puce. Okay? Et cette puce, donc ce circuit intégré, ce dé de silicium, il fait en réalité 1,73 mm². Et quand on parle des I/O pads, les plots d'entrée-sortie, c'est ça. Donc ce circuit est connecté à son boîtier, ça c'est son boîtier sur un PCB, et ce circuit est connecté à son boîtier par des fils de liaison, et euh, j'essaie de voir. Vous avez mieux le pointeur que surligné. Moi, je pensais, si vous avez mieux le pointeur, je peux avoir le pointeur. Attendez, où est le pointeur? Mais l'avantage de surligner, c'est que ça reste là. Mais je sais que certains semblent préférer beaucoup le pointeur. Où est le pointeur? Un peu. Où est le pointeur? Vous préférez ça. Attends, où est le pointeur? Étendre, ligne, flèche.
Forme géométrique, texte, sélection. Oui, le pointeur est là. Si vous préférez le pointeur, je peux allumer le pointeur. Le défaut du pointeur, bien sûr, c'est qu'il ne reste pas là. Hein. Donc là, vous avez le pointeur. Je peux y aller avec le pointeur si vous voulez. Donc, 1,73 mm². Et le cœur, et une des choses qu'on peut observer là-dessus, en fait, c'est une puce qui comporte, la puce qui est là, elle comporte 16 unités de calcul, et puis il y a sa mémoire qui est là-dedans. Puis bien qu'il y a 16 unités de calcul, vous regardez les comptes de transistors, la majorité des transistors sont dans la mémoire parce que la mémoire est plus lente. Comment concevoir des trucs comme ça? J'aurais peut-être dû dire, ça c'est fait une entreprise dans le domaine de l'électronique à Montréal, c'est Octasic. Je collabore avec Octasic. Donc on avait un projet, vous voyez ETS là-dedans, les leaders de ce projet, c'était mon ancien étudiant, le professeur Claude Thibault, qui est donc le professeur senior qui enseigne la microélectronique à l'ETS. Et c'est un projet ETS Polytechnique avec Octasic. Et on a réalisé avec des étudiants dans le cadre il y avait en fait 15 personnes qui contribuaient à ce projet-là. C'est pas un projet pour une personne, mais c'est quand même intéressant et ça va être une de mes références qui va revenir plus tard. Vous avez 28, cette technologie en 28 nanomètres, elle a 31 millions de transistors et elle fait finalement 2 mm², 1,7 mm². Et quand on fabrique un dé de silicium comme ça peut coûter, le dé de silicium en volume coûterait peut-être 20 sous. Donc, si vous voulez savoir combien ça coûte un transistor, ben, prenez 20 sous et divisez-le par 28 millions et ça vous donne le coût par transistor en sous. Donc, évidemment, c'est là où on peut dire ben, les transistors, c'est gratuit et il faut savoir utiliser ces transistors à bon escient. Donc, évidemment, vous pouvez sentir que c'est complètement hors de votre portée. Pourquoi je vais vous montrer des exemples concrets. Donc, j'ai parlé du projet Vercraft, un projet qui roule présentement à Polytechnique. Je suis le directeur de ce projet-là. Donc, effectivement, pour ceux que ça intéresse, pour ceux qui ont la fibre, si vous cherchez un stage l'an prochain, si vous avez peut-être envie d'aller à la maîtrise pour approfondir des connaissances, ben, je suis très actif en recherche, pas seulement moi, d'autres collègues, pour en reparler hors ligne si vous avez de l'intérêt. Et je cite le nom de Ahmad Hassan, qui est le coordonnateur. Ben, Ahmad Hassan, c'est un de mes chargés de laboratoire pour le cours. C'est une des personnes avec qui vous allez interagir. Et donc, Ahmad, et puis les problèmes puis les mini-tests que vous allez faire, c'est lui qui les monte avec moi présentement. Donc, Ahmad Hassan a terminé sa thèse il y a 2 ans. Il est le coordonnateur du projet. Et ça, c'est un des exemples. Et là, j'ai aussi choisi celui-là. Je vous pointe Nader. Nader El-Zarif. Donc, Nader, c'est un de mes étudiants au PhD. Puis je peux vous pointer que ça, c'est la tâche 3 du projet, parce qu'il y a 9 étudiants au PhD dans le projet. Et ça, c'est un circuit intégré que Nader a fait après une année de travail à l'intérieur du projet. Puis ça fait quoi dans la vie, ce circuit-là? Ben, c'est un convertisseur DC-DC. La semaine prochaine, on va arriver à la conception de blocs d'alimentation avec des circuits simples et avec des diodes. Donc, évidemment, ça, c'est une version beaucoup plus performante et beaucoup plus évoluée d'une puce qui fait un bloc d'alimentation. Puis, quand vous regardez, parfois, vous pouvez vous dire, quelle est la pertinence d'avoir un transistor discret? En réalité, si vous regardez ce circuit-là, vous voyez cette grosse patch, ce gros bloc. Quand je dis qu'il est gros, il faut comprendre que ce circuit fait 2 mm². Mais contrairement au chip précédent que je vous ai montré, qui était en 28 nanomètres, celui-là, il est fait dans une technologie de 350 nanomètres. Donc, les transistors sont nominalement 10 fois plus gros, mais l'avantage, on a accès à des technologies où certains transistors sont capables de soutenir 100 volts.
faites pas ça avec une technologie 28 nanomètres à 2 volts qui va claquer. Je vous parlais de physique, propriétés physiques, fiabilité, quels composants utiliser ou comment. Là, on est dans un contexte de motivation. Mais dans la réalité, c'est la vraie vie. Les transistors ont des spécifications, les composants ont des spécifications, ils ont un contexte dans lequel ils vont fonctionner et il y a un contexte dans lequel on doit les exploiter. Mais vous voyez que finalement, son montage, ben, ça fonctionne avec un transistor de sortie. Ce transistor de sortie qui est le transistor, ben, le transistor, il est là. Il occupe la moitié de la surface de la puce. Et je vais revenir avec ça comme exemple plus tard. Mais comment on fait un transistor musclé avec des technologies MOS? Ben, on en met 100 000 en parallèle, on en met 10 000 en parallèle. Donc, en montant 10 000 transistors en parallèle dans un dessin des masques, c'est ce que vous voyez là, ce qu'on appelle dans le jargon commun du domaine un layout, donc un dessin de masque, mais là, ça, c'est plus un dessin, c'est une puce fabriquée. Donc, on a fait fabriquer, il est revenu, et Nader travaille à la tester. En fait, il y avait un bug dedans, donc il l'a refait et il l'a resoumis. Donc, Nader est un des 3 chargés de laboratoire qui vont interagir avec vous. C'est un autre fou de la microélectronique. Il aime ça, la microélectronique, il en mange, il adore ça. Quand je vous parle de Ahmad, ben, vous allez aussi avoir Aref. Aref Trigui, donc Aref Trigui, qui est le 3e chargé de laboratoire qui va travailler avec vous, ben ça c'est sa thèse. Donc la thèse de Aref Trigui, c'est de faire un transceiver qui est capable de transférer de l'énergie entre une source externe et un biostimulateur implantable que vous avez dans votre corps, et ça transfère de l'énergie et ça transfère des données, et ça se fait via un même lien inductif. Donc, vous pouvez imaginer, j'aurais un lien inductif, mettons 1 cm ou 2 cm de rayon, une bobine, qui transmettrait de l'énergie au travers de la peau, puis ça pourrait se passer dans mon cerveau et venir stimuler quelque chose comme, par exemple, un stimulateur cortical qui va venir redonner la vue aux aveugles. Il y a beaucoup de projets qui ont cette saveur-là à Polytechnique, parce qu'il y a un de mes anciens collègues qui est maintenant en Chine, le professeur Sawan, qui était un grand expert, qui est toujours un grand expert en biomédical et en utilisation de la microélectronique pour faire des biostimulateurs. Là, vous voyez, ça c'est un coin du circuit intégré, ça c'est une vue layout, et ça c'est quand la puce est montée sur un PCB, et le PCB, encore une fois, c'est la taille d'une carte de crédit, et c'est un projet réalisé dans le cadre de sa thèse. Donc, tout ça, c'est évidemment, je voulais vous retenir, vous revenir avec Ahmad. Je parle d'environnement hostile. Ben, ça, c'est la thèse de Ahmad Hassan qui a complété en 2019. Et c'est des transistors. On va tout travailler le cours essentiellement avec du silicium. Mais il n'y a pas juste le silicium. Une des technologies, qui est une technologie relativement dite de niche, et le 1,13 à la question de Pierre Gagné, 1,73 mm², c'était le dé de silicium au complet. On ne peut pas faire des boîtiers. Et là, vous voyez un exemple. Hein. Ça, c'est... je vais peut-être reculer pour répondre à la question qui m'a été posée. Ça, par exemple, c'est le coin d'une puce. Ça, c'est le coin d'une puce. Et vous voyez ce petit carré-là? Ce petit carré-là, ça, c'est sa vue layout. Donc, on est obligé de zoomer parce que c'est tellement petit qu'on ne voit rien. Et puis, évidemment, dans ce monde, le 1,73 mm², ça, c'est 1,73 mm². Il y a bien 30 millions de transistors, 28 millions de transistors là-dedans. Évidemment, vous ne voyez rien. Vous ne voyez pas un transistor individuel, il est plus petit qu'un pixel sur l'écran. Et le 1,73 mm², c'est
le dé de silicium au complet. Le boîtier où on va le mettre, parce qu'il y avait je ne sais pas combien de broches, là, je ne me rappelle plus par cœur, mais il y avait peut-être 80 broches, quelque chose comme ça. Le boîtier qui est là, lui, va faire 1,5 cm ou 2 cm par 2 cm, parce qu'on n'a juste pas la place pour aller mettre les broches pour se connecter à un PCB. Donc, là, ça va être 4 cm². Ça va être 2 mm². Et sur 2 mm², vous allez avoir 28 millions de transistors. Mais le point de celui-là, c'était pour vous dire, donc, Ahmad, donc en plus d'être le coordonnateur de mon projet, puis d'être un peu l'assistant chef d'orchestre avec moi dans le projet Vercraft, sa thèse, on a travaillé avec une technologie en nitrure de gallium, gallium nitride. Et pourquoi on l'a fait? Ben, ça a une propriété intéressante, et c'est ce que vous voyez ici. Et un des éléments de la thèse de Ahmad qu'on a publié en 2020, c'est de montrer qu'on est capable de faire des inverseurs. Et ça, c'est un inverseur, un vulgaire inverseur, qui a été fait en technologie à nitrure de gallium. Et vous voyez sa réponse à différentes températures. La fonction subsiste jusqu'à 600 degrés Celsius, mais les caractéristiques électriques, tension basse, tension haute, changent. Et puis, il a utilisé cette technologie pour en faire encore une fois un transceiver. Et pour environnement hostile, au départ, le projet où ça a été fait, on nous a demandé, es-tu capable d'aller mettre un capteur de température et de pression à l'intérieur d'une chambre de combustion effectivement, de la fusée Ariane 6. Donc, c'était la motivation du projet. Puis, plus proche de nous, on a découvert que Pratt & Whitney ont exactement la même problématique. Vous avez des turbines à gaz qui sont faites, et pour optimiser le fonctionnement de la turbine, vous voulez mettre un capteur, puis il fait 300 degrés Celsius dans l'environnement. Ça vous prend de l'électronique qui roule à cette température-là. Le silicium ne va pas là. Le silicium, au-delà de 175 degrés Celsius, il perd ses propriétés. Et ça, c'est la thèse de Ahmad Hassan. Ça va être un de vos 3 chargés de laboratoire. Un autre fou de l'électronique, quelqu'un qui est tombé petit dedans quand il était petit, puis qui adore ça, l'électronique, un peu comme moi. Donc, ça, c'est plus proche de nous. C'est plus proche de nous à la fin du cours, probablement au dernier cours du trimestre. Je vais reprendre ce montage. Ça, c'est la structure interne d'un 741, un LM741. LM, ben, c'est le manufacturier, c'est un modèle. Le 741, c'est un peu une spécification standard qui a été reprise par 15 ou 20 fabricants de semi-conducteurs sur la planète. Vous pouvez en acheter de diverses sources. Et c'est un exemple de comment un 741 est fait. Je constate qu'il n'est pas très joli. Il y a des lignes qui ont disparu. Il n'est pas interprétable comme ça. Il manque des lignes ici, il manque une ligne là. Je vais avoir une meilleure image d'un 741 plus tard quand on va en parler. Mais vous avez là-dedans un transistor bipolaire. En quelque part là-dedans, est-ce qu'on a des diodes? En fait, vous avez ici un transistor monté en diode. On va y revenir. Le but ici, aujourd'hui, c'est vu motivation, introduction. C'est pas impossible que vous compreniez tout le détail de ça, et c'est de vous dire, suivre cette voie vers l'électronique, c'est vous amener à comprendre comment c'est fait à l'intérieur. Moi, un de mes objectifs, un de mes buts avec la chaîne de formation en électronique, c'est que vous cessiez de regarder un composant électronique, un circuit intégré, comme un objet magique. Vous êtes des ingénieurs, vous devriez comprendre comment c'est fait à l'intérieur, comment ça marche à l'intérieur, et les caractéristiques qui ne sont pas toujours désirables du composant, de où elles viennent, et comment les maîtriser, et comment prendre ces caractéristiques qu'on pourrait appeler des défauts, comment en faire votre ami, et en faire des systèmes qui ont des propriétés que vous maîtrisez. Donc, avant, c'est intéressant comment ça fonctionne, je ne savais pas que ça faisait ça. Je ne veux pas aller là tout de suite. Je ne sais pas s'il y a des questions à ce point-ci.
Là, il faut que je réouvre. C'est pas le bloc que je voulais avoir. Attendez un petit peu. Je suis un peu, je suis un petit peu maladroit. Là, il faut que j'aille ouvrir l'autre fenêtre, mais elle est disparue. Où je passe. Excusez-moi. Ma maladresse, là, je ne sais pas comment ouvrir ça. Navigation dirigée, non. Navigation autonome. D'accord. Voilà. S'il te plaît. J'ai pas bon. OK. Il veut pas me lier. Non. Pas ça. Excusez-moi. Ça fait pas, ça se comporte pas comme je pensais. Je pensais que je pourrais réouvrir. Oui, je peux certainement, mais je sais pas comment. Je m'excuse. Où est ma fenêtre? Où est ma fenêtre? Atelier, non. Excusez-moi, je suis maladroit. Oui, c'est ça que je voulais. Bravo, yeah. Donc, c'est là qu'est le bouton. Donc, là, normalement, je suis rendu à regarder avec vous de façon un peu plus formelle le plan de cours. C'est ce que je voulais avoir et ça prend toute mon attention, je m'en excuse. Je ne sais pas si il y a des questions à ce point, mais si vous n'avez pas une question à proprement parler, euh, est-ce qu'il y a un livre à acheter pour le cours? Euh, on va parler des manuels. La réponse courte, c'est non. Il y a Cedra et Smith 7, qui est l'ouvrage de référence. J'en ai acheté un exemplaire, je ne sais pas si je l'ai à côté de moi, de Cedra et Smith 7. Cedra et Smith, cette gueule-là. Cedra et Smith a cette gueule-là. Puis c'est un annuaire téléphonique que je ne transporte pas jamais avec moi parce qu'il est trop lourd. J'ai essayé d'acheter légalement une version électronique du Cedra et Smith 7. Je n'y suis pas parvenu. Un étudiant comme vous m'a dit « Hey, monsieur, il y a un lien à tel endroit, tu peux le télécharger, il est gratis, pirate bien sûr, et je ne vous recommande absolument pas de faire ça. Donc, mais est-ce que vous êtes obligé de faire ça? Il est à la bibliothèque, vous pouvez y avoir accès. On pointe des problèmes dans le Cedra et Smith. Je ne vous recommande pas d'aller pirater Cedra et Smith 7, ce serait irresponsable de ma part, mais si vous voulez, c'est dommage qu'il ne soit pas disponible, ou en tout cas, moi, je ne l'ai pas trouvé, payant sous forme électronique, parce que c'est ça que je vous recommanderais. Ce manuel que je viens de vous montrer m'a coûté, en fait, pas à ma poche, mais à l'école, 175 $. Donc, est-ce que je vous recommande d'acheter Cedra et Smith? Non. Mais il y a un gros paquet de choses sur le site web. En fait, le site du cours, il y a peut-être déjà trop de choses. Et il y a vraiment de quoi s'y perdre. Je vous dirais que sur les 1400 pages du Cedra et Smith 7, ce qu'on couvre dans le cours se retrouve pour à peu près 100 pages, ou peut-être 150 pages des 1400 pages du Cedra et Smith 7, et pour toutes sortes de raisons sur lesquelles je ne veux pas trop élaborer, le cours a été conçu à l'origine avec Cedra et Smith 5, qui date de Mathusalem, mais pédagogiquement, il faut remonter à Mathusalem pour comprendre les bases. Les exercices et les problèmes, écoutez, oui, je prends mentalement en note votre question, je vais y revenir. C'est un petit peu plus tard dans le plan de cours. OK, je peux l'avancer comme ça, intéressant. OK? Donc, prenons le temps, d'accord? À l'annuaire, ça dit quoi? Formation de base. Et je prends votre question sur le stack, j'y reviens. C'est inclus. Les réponses à ça sont incluses dans le plan de cours. Vous notez en passant que je vais réallumer le pointeur. Est-ce que je peux avoir le pointeur laser ici? OK, le mode. Ah bon, OK. J'ai pas le droit d'utiliser. Oh, je retourne en navigation synchronisée.
Là, il est en train de me dire que j'ai pas le droit d'utiliser le pointeur quand je fais ça. Là, est-ce que je peux faire ça? Oui, je peux faire ça. J'ai retrouvé mon pointeur. Je suis encore en train d'apprendre l'interface. Hein. Je suis un petit peu désolé, là, mais c'est la vie. On apprend tâche. Donc là, j'ai retrouvé mon pointeur. J'ai retrouvé mon pointeur. Et donc, oups. Et donc, les chargés de lab sont, les gagnants sont Nader, Ahmad et Aref. J'ai demandé à Nader, Ahmad et Aref de se joindre à nous pour quelques minutes à nominalement la pause qui est dans 5 minutes. Vous pouvez les joindre à, et pour les forums, ben, très souvent, c'est eux qui vont répondre à vos questions sur les forums et c'est eux qui vont corriger vos énoncés de laboratoire. Mes disponibilités, ben, eux sont énormément plus disponibles que moi. Moi, pour me rencontrer, je suis disponible sur rendez-vous. On peut se prendre un rendez-vous, on peut se prendre un rendez-vous virtuel sur la plateforme de votre choix. Mais à moins de prendre un rendez-vous, ma semaine normale, j'ai 30 heures de rendez-vous avec mes étudiants. Donc, si vous arrivez comme une rose, puis vous me téléphonez sur Skype, je serai probablement pas capable de vous parler. Mais eux sont beaucoup plus disponibles. Les forums sont un bon moyen de communication. Si on revient ici, formation de base en électronique. On vous a ici introduction à la lecture des fiches techniques des composants. Les composants ont des spécifications. Question? Oui, il y a plein de choses sur Moodle, je vais y revenir, d'accord? On va parler de modèle, grand signal, petit signal, polarisation. On va y revenir à satiété. C'est l'objet du cours, modèle grand et petit signal, technique de polarisation. Essentiellement, un circuit électronique pas polarisé, ça ne fonctionne pas. Un circuit électronique pas alimenté, ça ne fonctionne pas. On va regarder quelques configurations classiques. Ce cours est vraiment une initiation, introduction à l'électronique. Ce que je vous ai montré dans le bloc motivation, on n'arrive pas là après un premier cours. On arrive là quand on est à la recherche. Je vous ai montré les thèses de 3 étudiants. Cependant, j'ai des étudiants à la maîtrise. J'aurais pu vous montrer le projet de Ibrahim, qui est un étudiant à la maîtrise, qui est en train de travailler pour Siena, qui est une autre entreprise que je vais me permettre de nommer. On a un projet avec Siena pour faire une interface pour un échantillonneur, pour faire une conversion analogique et numérique de signaux qui sont sur une fibre optique à 100 gigabits seconde. Ben, éventuellement, il faut sortir de l'optique puis rentrer dans l'électronique parce que ce que le reste du monde est capable d'interpréter, c'est l'électronique. Ibrahim fait sa maîtrise là-dessus. Donc, déjà, au niveau de la maîtrise, on peut faire ça. Mais ici, on va voir des circuits élémentaires. Là, je vais aller me chercher la prochaine page. OK. Ça, c'est pour le BCAPG. Qu'est-ce qu'on est? En fait, on s'introduit à plein de choses. Et le cours, en passant, il y a beaucoup de préalables. Une des difficultés du cours, c'est que plusieurs étudiants ont la fâcheuse... non, je ne devrais pas dire ça, je m'excuse, je vais m'exprimer différemment. Il y a 4 cours qui le précèdent, ce cours, et les notions, c'est pas vrai, je sais que vous n'avez pas totalement maîtrisé les notions ouvertes dans chacun des 4 cours qui précèdent, mais on s'en sert. Et on s'en sert peut-être d'une manière qui peut vous déstabiliser en comparaison de comment vous les avez vus dans ces cours. Mais une notion dont vous ne vous servez pas, vous l'oubliez. On va s'en servir et peut-être vous pouvez le voir comme on se sert de notions que vous avez vues, mais peut-être un peu oubliées, ou qui sont rouillées, ou tant que vous ne vous en servez pas pour vrai, vous n'allez pas les intégrer dans votre base de connaissances. Mais on va peut-être vous bousculer un peu et je dois dire qu'il y a des choses aux notions, en termes de notions de circuit, puis il y a des choses qui viennent du cours 2003, qui est le cours projet.
êtes capable de faire des choses au laboratoire. Vous utilisez des filtres actifs, des amplificateurs opérationnels, les défauts des amplificateurs opérationnels. Puis, il y a un cours qui est peut-être une bête noire de bien des étudiants, qui est l'aspect physique, physique des semi-conducteurs et propriétés physiques des composants. Puis après ce cours, il y en a d'autres. Et l'endroit où on en prend à faire des layouts et des circuits intégrés, c'est ce cours, le ELE 8304, qui vous est accessible. Ces deux cours-là vous sont accessibles en quatrième année. J'ai aussi, je vais me permettre de vous faire un commentaire par rapport à quelque chose qui m'a complètement déstabilisé. Les étudiants, ils disent, mais on a de l'électronique en deuxième année, puis on a en quatrième année, ou on n'a pas entre les deux. Ben, la logique, c'est de l'électronique. Les microcontrôleurs, c'est de l'électronique. Vous faites de l'électronique partout dans le programme, mais vous n'allez peut-être pas l'assimiler à l'électronique. Donc, la logique, c'est l'électronique. Les microcontrôleurs, c'est de l'électronique. Les FPGA, c'est de l'électronique. Donc, vous avez de l'électronique à toutes les années, mais parfois, on va cacher l'électronique derrière autre chose. On va cacher l'électronique derrière de la logique, derrière de la programmation. Je vois l'heure, je vois l'heure, je dois faire une pause, pas moi, là, mais je pense qu'il est important de faire une pause. Je vous propose ceci. Je vais mettre l'enregistrement sur pause. Je vais me donner. Donc, je mets l'enregistrement sur pause. OK. Enregistrement en cours. Oups.